On pense souvent qu'un contrat de mariage français en séparation de biens, c'est le bouclier ultime pour un achat immobilier en Israël, une sorte de forteresse juridique infranchissable. Mais, et si cette forteresse avait une faille? Une faille critique que beaucoup ignorent. On va voir ensemble pourquoi cette certitude est en fait devenue un pari de plus en plus risqué. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est celle-ci. Est-ce que ce contrat, si bien ficelé en France, est réellement à l'épreuve du fisc israélien? Et vous allez voir que la réponse, malheureusement, est bien souvent un grand non. Alors, qu'est-ce qui a changé concrètement? Eh bien, c'est simple. Le fisc israélien a arrêté de se contenter de lire ce qui est écrit sur le papier. Aujourd'hui, il regarde par-dessus l'épaule, il analyse les relevés de compte, les habitudes financières. En clair, les actes pèsent maintenant bien plus lourd que l'encre du contrat. Voici le programme de cette analyse. On va d'abord décortiquer ce concept de contrat fictif, puis on verra avec un cas concret comment la pratique l'emporte sur la théorie. On listera les erreurs à ne surtout pas commettre avant de construire la solution, le fameux contrat béton. Et enfin, on verra comment passer à l'action et pourquoi il est crucial de bien s'entourer. Première étape, donc, le contrat fictif. C'est le terme qu'utilise l'administration fiscale quand elle décide qu'un contrat de mariage, même s'il est parfaitement légal, n'a aucune valeur pour une transaction donnée. Attention, il n'est pas annulé, il est simplement ignoré comme s'il n'existait pas. Pour le fisc, la définition est très simple. Un contrat devient fictif quand il y a un décalage total entre ce qui est signé et ce qui est fait au quotidien. Vous affirmez être séparés financièrement, mais toutes les grosses dépenses, l'achat, viennent d'un compte commun. Pour l'administration, c'est clair, le contrat n'est pas appliqué. Le couple est donc vu comme une seule et même entité économique. Pour que ce soit bien concret, prenons un cas inspiré d'une véritable décision de justice. Ça illustre parfaitement comment cette nouvelle approche est appliquée et les conséquences financières qui peuvent être lourdes. Alors voilà la situation. Un couple, marié en séparation de biens, veut acheter un appartement. L'un des deux a déjà un bien immobilier, mais pas l'autre. L'idée, qui semble tout à fait logique, c'est de faire l'achat au nom de celui qui n'est pas propriétaire pour bénéficier du statut de primo-accédant et donc payer un impôt d'acquisition, le mas rechicha, à un taux très très avantageux. Et c'est là que tout dérape. Le plan, c'était d'avoir un taux réduit. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui s'est passé? L'apport personnel venait d'un compte joint et le crédit immobilier a été signé par les deux. Pour le fisc, le calcul est vite fait. Financement joint égale achat joint, point final. Peu importe ce que le contrat de mariage raconte. Le résultat est sans appel, l'avantage fiscal est annulé et l'impôt est recalculé au taux plein. Voyons maintenant les erreurs les plus courantes. Ce sont souvent des gestes faits par simple commodité, sans réfléchir, mais qui peuvent dynamiter toute la protection du contrat de mariage au moment d'un achat immobilier. L'erreur numéro 1, la plus classique, piocher dans le compte joint pour payer. C'est comme agiter un drapeau rouge devant l'administration. Deuxième erreur, le prêt en commun. En signant à deux, on se déclare co-emprunteur et donc co-acheteur. C'est l'inverse de la séparation. Troisièmement, inscrire le bien aux deux noms au cadastre, au tabou. Là, c'est carrément avouer que l'achat est commun. Et enfin, attention au mélange des fonds. Même un petit virement de l'autre conjoint pour compléter l'apport peut suffire à tout requalifier. Et les conséquences, elles, ne sont pas symboliques. On ne parle pas de petites sommes, ces erreurs peuvent coûter très très cher, avec des redressements fiscaux qui se chiffrent en dizaines de milliers de shekels. Le risque financier est bien là, il est palpable. Bon, assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Comment est-ce qu'on fait pour rédiger un contrat de mariage qui soit vraiment béton? Un contrat capable de résister à l'examen minutieux du fisc israélien. Il faut complètement changer de perspective. Un contrat de mariage, ce n'est pas juste un formulaire standard. Ça doit être une véritable charte de l'indépendance financière du couple. Un document vivant qui anticipe et qui dicte très clairement la manière dont l'argent est géré. Un contrat solide repose sur 3 piliers essentiels. Le premier, une organisation financière ultra stricte. Le contrat doit imposer des comptes bancaires personnels séparés et définir très précisément comment le compte commun, s'il y en a un, est alimenté et pour quelles dépenses. Pilier numéro 2, des clauses immobilières sur mesure. Qui achète, avec quel argent, comment le bien sera enregistré, tout doit être écrit noir sur blanc. Et troisième pilier, un inventaire précis du patrimoine de chacun avant le mariage pour éviter toute ambiguïté plus tard. Et pour que la forteresse soit vraiment imprenable, il faut aller plus loin. Le contrat doit aussi prévoir ce qui se passera avec les biens futurs, comme un héritage. Il doit clarifier qui est responsable des dettes, le sort des actifs professionnels, et même prévoir comment on pourra le mettre à jour si la situation change. Et bien sûr, le tout doit être validé par un notaire ou un tribunal pour avoir une force juridique incontestable.
Avoir le meilleur contrat du monde sur le papier, c'est une chose. Mais l'appliquer à la lettre au moment de l'achat, c'est là que tout se joue. C'est le moment où la théorie doit devenir une pratique irréprochable. Au moment de l'achat, il y a 3 commandements à respecter. 1. La traçabilité des fonds. Il faut pouvoir prouver que chaque centime vient exclusivement du compte personnel de l'acquéreur. 2. Le financement individuel. Le prêt immobilier ne doit avoir qu'un seul nom, celui de l'acheteur. 3. Les donations. Si la famille aide, l'argent doit arriver directement sur le compte personnel de l'acheteur et nulle part ailleurs. Pas de transit par un compte joint. On le voit bien, c'est un parcours semé d'embûches, à la fois juridique et fiscal. Essayer de s'y retrouver seul, c'est vraiment prendre un risque énorme. La clé du succès, c'est de s'entourer d'une équipe d'experts avec des compétences bien distinctes, mais complémentaires. Et ce duo est absolument indispensable. D'un côté, il y a l'avocat en droit de la famille. Son rôle, c'est de construire le cadre légal, le contrat en lui-même. De l'autre, l'expert comptable spécialisé en fiscalité immobilière, lui, va s'assurer que l'opération d'achat, le montage financier, respecte à la virgule près ce qui est écrit dans le contrat. L'un ne va pas sans l'autre. S'il ne fallait retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Un contrat de mariage n'est pas une photo qu'on prend le jour J et qu'on l'archive dans un tiroir. C'est un document vivant. C'est une boussole qui doit guider chaque décision financière pour qu'il garde toute sa valeur et son pouvoir de protection. Alors la question finale à se poser est simple. Est-ce que le contrat de mariage est une simple archive qui prend la poussière dans un dossier? Ou est-ce un véritable bouclier financier, actif et entretenu? De la réponse à cette question dépend la sécurité du prochain investissement immobilier.